messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parlons Foot et surtout merci au complexe Dakar Sacré-Cœur de nous accueillir ici sur ces terrains. Alors coup double pour les Lions du beach soccer qui ont conservé dimanche dernier leur titre de champion d'Afrique et gagné à l'occasion leur ticket pour une qualification en Coupe du Monde prévue à Tahiti. Bravo aux hommes d'Amadou Diop, Boy Bandi. Nous parlons bien sûr des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 et justement la descente aux enfers qui se poursuit pour la Jeanne d'Arc de Dakar, rétrogradée en nationale. Pour la Cinéor, l'USU est plus heureuse, invaincue cette année. La Cinéor accède en Ligue 1. Et puis justement, la Ligue 1, nous en parlons avec donc les choses des journées qui se suivent et qui se ressemblent en haut de tableau. Djambar qui trébuche, mais Diaraf n'en profite pas, même si la Ligue RL trône sur le podium. Et puis en bas de classement, l'AS Douanes qui s'éloigne de la zone de relégation. Et puis au cours de cette émission, nous reviendrons bien sûr sur la liste des 23 joueurs choisis par Alain Giresse. C'est déjà un début de polémique avec la sortie de Dembaba et justement des choix opportuns ou pas. Pour en parler, nos deux invités, Ndiassé Samb, directeur de publication de Tout le Sport, et monsieur donc Salam Touré alias Mam Touti, secrétaire général des anciens footballeurs du Sénégal. Voilà pour le sommaire. Le tout c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Voilà, je vous l'annonçais au sommaire, nos deux invités sont sur place, assis à même cette pelouse, sur le complexe ici à Dakar Sacré-Cœur. Alors donc Mam Touti, secrétaire général des anciens footballeurs du Sénégal. Bonsoir doyen. Bonsoir Mampatou. Et également Ndiassé Samb, directeur de publication de Tout le Sport. Bonsoir Ndiassé. Bonsoir Mam. Voilà, messieurs, le premier sujet que nous allons aborder concerne le beach soccer. Les Sénégalais ont réussi à conserver leur titre de champion d'Afrique, s'imposant dimanche dernier donc devant la Côte d'Ivoire sur le score de 4-1. Ces héros arrivés lundi soir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor avec en bandoulière le sourire et une qualification en Coupe du Monde, bien sûr. Je vous propose de suivre le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. 5 victoires en autant de sorties, l'équipe nationale a remporté haut la main la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer organisée au Maroc. Un sacre acquis au prix de nombreux sacrifices. Après un voyage pénible et une compétition très difficile, parce que dans une semaine on a joué presque 5 matchs. Donc moins d'une semaine on a joué 5 matchs parce que à partir du mercredi jusqu'à dimanche, chaque jour on jouait des matchs. Donc en fait c'était une compétition très difficile. Mais aujourd'hui, arrivé au Sénégal, on voit le peuple là. Donc vraiment, on est tellement content, on est tellement fiers de notre pays. Donc, le beach soccer est très dur par rapport au football à 11. Parce qu'au beach soccer, il n'y a pas de temps mort ni d'arrêt. On défend, on attaque ensemble, on défend ensemble. Mais c'est très difficile franchement, surtout avec le sable. C'est très difficile. Les poulains de Amadou Diop, Boy Bandi sont allés au bout de leur souffle. Le coach invite les populations et les autorités à soutenir et à accompagner la discipline. 4 Coupes du Monde, il faut le faire. Donc voilà, il faut que les gens croient à cette discipline-là et nous appuyer pour qu'au moins une fois une équipe africaine puisse gagner cette Coupe du Monde-là. On est dans les dispositions. Je pense qu'avec un bon planning de travail, la main dans la main, avec la prière de tout un peuple, aujourd'hui, je pense qu'on peut réussir. Le 12e Gaïndé a fait le déplacement du côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et se dit fier de la victoire des Lions. Ça fait plus de 2 ans ou 3 ans qu'on les a reçus ici à l'aéroport de Dakar Yoff et on vient de recevoir aussi. Et nous sommes contents, nous sommes fiers d'être Sénégalais et fiers aussi d'être Africains et fiers aussi derrière l'équipe nationale du Sénégal. Que ça soit basket, handball, volley. Après l'euphorie, place la préparation de la Coupe du Monde qui va se tenir à Tahiti. Objectif pour le staff, figurer dans le carré d'as. Dans la foulée et après les joueurs, Boy Bandi, entraîneur donc de cette équipe de beach soccer, nous a accordé un petit entretien. Je vous propose de le suivre tout de suite. On a eu 15 jours de travail, de préparation, parce que tout simplement la levée de la sanction du beach soccer a été tardivement levée. Donc voilà, on n'a eu que 15 jours. On a
On a cartonné plein dans le travail. Heureusement, on a eu des gamins très réceptifs, physiquement, qui étaient presque au point. Donc voilà, ça nous a facilité le travail. D'autre part aussi, il y a eu les conditions de travail qui étaient réunies, parce que la fédération nous avait mis dans de très bonnes conditions de travail. Il n'y a pas de secret, comme on dit, c'est le travail paye. Et en plus de ça, il faut toujours y croire, comme on dit. Moi je dis, on y a cru, tout simplement. On a eu nos repères sur cette discipline-là. Donc voilà, avec le vécu, on a su gérer intelligemment cette compétition pour pouvoir au finish gagner le trophée. La fédération est en train de travailler là-dessus, mais d'autre part, je dis qu'on mérite plus que ça. Dans la mesure où on a gagné la Coupe d'Afrique 3 fois, ce n'était pas évident. Et en plus, c'est une première dans ce milieu-là. D'autre part aussi, on se qualifie 4 fois en Coupe du Monde, dont 2 quarts de finalistes. Moi, je dis cette discipline-là mérite beaucoup de considération. Donc voilà, ces gamins-là, je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, ku def lu rëy am lu rëy, ñoom def nañu sax lu ëpp lu rëy, parce que gagner ñetti Coupe d'Afrique ak dem ñeenti yoon Coupe du Monde, mais moi je peux dire qui dit mieux. On envisage de faire un championnat de beach soccer avec des équipes affiliées à la Fédé. Donc voilà, la direction technique est en train de travailler là-dessus pour pouvoir galvaniser et comme on dit, faire la promotion de cette discipline-là. Alors, Mam Touti, voilà une discipline qui nous vaut pas mal de satisfaction, le beach soccer. Et pourtant, on a l'impression que bon, c'est une discipline qui ne suscite pas l'attention de nos autorités, qu'elles soient sportives ou fédérales. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, il faut dire que c'est une discipline particulière, spéciale, comme on l'appelle au niveau de la fédération, bien sûr. Nous avons beaucoup de talents, mais des talents qui ne font pas une longue carrière. Et je pense que le beach soccer est un réceptacle qui pourrait quand même donner du temps et quelques distractions à certains jeunes retraités, comme je dis. Et je crois que leur sortie répétée depuis pas mal de temps nous valent des succès. Je pense qu'il faudrait quand même mieux structurer cette affaire et essayer de voir comment assurer un suivi et peut-être un plan de carrière pour certains qui auront l'option totale. Très bien. Alors Ndiassé, déjà 3 participations aux Coupes du Monde, une 4e en perspective en 2013. On a l'impression que peut-être avec nos 700 km de côte de plage, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec cette discipline, le beach soccer. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Le seul problème actuellement, c'est que c'est une discipline qui est assez jeune au niveau en tout cas au niveau organisationnel et au niveau structurel. Mais même en peu de temps, ils ont pu faire beaucoup de résultats. Ce qui manque à cette discipline, c'est plutôt une reconnaissance populaire. J'entends beaucoup de gens critiquer peut-être les médias ou d'autres secteurs pour dire que le beach soccer n'a pas trop de reconnaissance. Mais bon, je pense que tout est guidé par une reconnaissance populaire d'abord et c'est ça qui manque. Il leur manque peut-être une star, il leur manque peut-être un exploit vraiment de niveau mondial pour qu'il soit encore mieux pris en compte. Quoi. Pourtant, en parlant d'exploit de Coupe du Monde, il me semble qu'à la dernière Coupe du Monde, ils se sont qualifiés en quart de finale. Quand même, sur le continent africain, il y a pas mal de performances positives. Est-ce que c'est tout simplement pas la mise en place d'un championnat ou peut-être les querelles aussi intestines qui font que cette discipline n'émerge pas? Je crois que cette discipline a connu quelques petites difficultés au retour de leur dernière compétition internationale. Bon, certains joueurs sont restés en Europe, on a fait porter le chapeau à certains encadreurs. L'USAR a montré qu'il n'en était rien. Bon, et quand il a fallu remobiliser les gens, ce sont les mêmes qui sont revenus, qui ont fait un bon choix, qui sont revenus encore avec le succès. Je crois que bon, la matière est là, donc il faut mieux structurer. C'est pas plus compliqué que cela. En plus, j'entendais dire Ndiassé que finalement le beach soccer c'est presque naturel chez nous, puisque tout le monde joue à la plage et
A priori, c'est pour ça qu'on a beaucoup de pépites, beaucoup de talents. Peut-être 100 km de plage. Les gens s'entraînent là-bas, les gens jouent tout le temps au ballon à la plage. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller rechercher la technique sur la plage, c'est vraiment pratiquement acquis, quoi. Okay. Donc ça, on a, disons, la matière première, mais le beach soccer ou les gens qui s'occupent du beach soccer ne peuvent pas aller plus loin sans un soutien de la part de la fédération, de la part de l'État. Mais bon, c'est comme pour tous les sports, quand il n'y a pas un certain soutien populaire qui met la pression sur, disons, l'État ou sur la fédération, ça ne va pas suivre. Donc je pense qu'il faut travailler de façon à faire venir les masses dans ce sport-là. Tout à fait. Et après, ça va suivre. Mais si on veut mettre la pression sur l'État, sur la fédération, je pense que ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sports qui sont encore là, qui sont en quête de reconnaissance. Ouais, l'athlétisme est là, il y a les arts martiaux, mais ils souffrent du même problème. Voilà, il n'en reste pas moins que nous allons encore une fois chaleureusement féliciter l'équipe de beach soccer. Alors messieurs, le deuxième sujet que nous allons aborder concerne la Ligue 2 et la descente donc de la Jeanne d'Arc. 2 ans après avoir chuté en 2e division, la vieille dame jouera la saison prochaine en National 1. Alors Mamtouti, semble-t-il que les carottes sont cuites depuis longtemps pour la vieille dame et la question des moyens n'y est pas étrangère. Je crois que bon, ça fait mal au cœur de voir la Jeanne d'Arc descendre en 3e division, mais c'est inhérent à la compétition. C'est le long, la Jeanne d'Arc, oui, mais la compétition, elle est là, c'est valable pour tout le monde. Tout à fait. Je pense que, bon, je ne le dis pas par méchanceté, mais ils ont mérité d'être là. Et tout le monde dans son petit cœur, bon, nous sommes du 3e âge, et nous avons connu la Jeanne d'Arc des grandes heures. Et dernièrement, avec Omar Seck et autres, ils ont été en Coupe d'Afrique, ça nous a fait chaud au cœur. Vous savez, je vais vous dire aussi que dans notre génération, nous avons connu le Stade de Reims, qui a été au même niveau que le Real Madrid. Ils sont tombés pendant 20 ans, 30 ans, vraiment dans la division sous-régionale, je veux dire. Ils sont revenus en 1e division. On a connu le Havre, on a connu Racing Paris-Sedan. Bon, ils sont... Bon, voilà. Que, bon, l'exemple... Il ne faut pas en faire un drame, si je vous comprends bien. L'exemple que je donne le plus encore d'actualité, c'est mon club, le Dial Diop. Est tombé, on n'en parle même plus. Voilà, on n'en parle même plus. C'est vrai. Bon, il faut dire aussi que la Jeanne d'Arc a continué, n'a pas jugé utile de se réformer. C'est peut-être l'occasion de se réformer, de revenir en compétition, d'être compétitif et de revenir dans le sérail des grands. Si on comprend bien un peu l'argumentaire de Mamtouti, on se rend bien compte que peut-être la Jeanne d'Arc de Dakar est devenue tout simplement un mythe pour beaucoup de gens. Je pense que c'est en train de devenir un mythe. Quand vous dites un mythe, c'est comme si maintenant la Jeanne d'Arc est carrément morte. C'est une équipe qu'on oublie ou qu'on va oublier. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que la renaissance de la GIA, ça va être quelque chose qui va être long. Il faudra être très très patient parce que beaucoup de choses, la donne a beaucoup changé actuellement. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de moins de 20 ans supporter la GIA aujourd'hui? Non. Il y a peut-être 10-15 ans, il y avait GIA, Djaraf, des équipes de région. Maintenant, rien qu'à Dakar, il y a combien d'équipes? Aujourd'hui, on parle de Dakar Sacré-Cœur. Je pense que on parle de Renaissance de Dakar, entre autres. Renaissance de Dakar, on parle de Ngor, on parle de Yoff. Je pense que les supporters aujourd'hui de Dakar Sacré-Cœur auraient pu être des supporters de la GIA. Pour vous dire que la GIA, ce qu'elle est en train de perdre, je pense que les dirigeants ne le mesurent même pas. Et que si ça continue, c'est vraiment la mort tout simplement de la GIA. Tout à fait, parce qu'il n'y a plus ce lien déjà affectif par rapport aux nouvelles générations. C'est ça, les jeunes de la GIA ne leur parlent plus. Alors que le Djaraf a continué. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés de tenir le cap. Et même quand on voit le Djaraf, on sent qu'il y a un certain soutien populaire qui est en train de baisser, même si les résultats sont positifs. Là. Ouais. Donc là, en national, ça va être un combat de titans pour remonter après la Ligue 2. Moi,
franchement, je vous dis, je ne suis pas très optimiste pour... Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas optimiste, en tout cas, suite à donc, cet échec, cette descente. Alfousseini Badji, entraîneur de l'équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar, s'est exprimé. Il en partage, en fait, il en porte plutôt toutes les responsabilités. Donc, suite à cet échec, nous l'écoutons au micro de Cher Sadibou Diarra. Il faut d'abord que j'assume d'abord en tant qu'entraîneur, quels que soient les problèmes de cette équipe, je suis le seul responsable. Hein. Je dois assumer quand même, savoir que ça n'a pas marché, c'est un échec total et je vais assumer quand même totalement. Je dirais quand même à mes jours, malgré les difficultés quand même, ils ont continué quand même à s'entraîner et à maintenir le cap pour voir quand même rétablir la situation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que ça a été quand même une saison vraiment mauvaise, hein, et très décevante pour moi. Une équipe d'abord, c'est tout. Hein, tout hein. D'abord, si l'encadrement est là, il y a des mesures d'accompagnement. Si les dirigeants ne sont pas derrière, ça pose un problème. Notre problème, on n'a pas une équipe derrière cette équipe-là. Il faut accompagner quand même toutes nos actions. Il y a énormément de problèmes que l'entraîneur doit gérer de son côté, mais d'autre part aussi, ce sont les dirigeants qui doivent gérer de l'autre côté. Et je pense que de part et d'autre, moi, de mon côté, j'assume. Maintenant, c'est à eux de savoir comment ils vont assumer. Alors nous allons rester un moment sur les résultats justement de cette Ligue 2 puisque la Jeanne d'Arc de Dakar n'est pas la seule équipe à descendre. Il y a également Santiaba qui jouera la saison prochaine en national et puis la Performance de la Cinéor qui va connaître la joie donc de rejoindre en Ligue 1 l'année prochaine après 4 saisons au purgatoire. L'équipe entraînée par Hussein Hussein n'a pas connu de défaite durant cette saison. Tous ces résultats concernent bien sûr la poule B. Il faudra attendre la prochaine journée pour être édifié sur la poule A. Le Stade de Mbour, on est le leader avec 20 points, suivi de Diambour avec 19 points. HLM et Yakar en occupent les 2 dernières places. Nous parlons également de la Ligue 1. Tout de suite, je vous propose donc des tableaux à la fois des résultats et du classement. Nous abordons à présent le 3e sujet, la sélection nationale avec la publication des 23 joueurs devant défendre les couleurs de la nation contre les Palancas Negras de l'Angola et contre le Libéria. Alors on va commencer là aussi par le doyen Mamtouti. Comment vous appréciez un peu les arrivées de joueurs comme Salif Sané, Ablaye Seck, les retours de joueurs comme Modou Sougou Pape Gueye et peut-être dans une moindre mesure celui de Karambouch? Votre impression un peu générale? Oui, généralement, vous savez, un entraîneur est mis en place avec ses responsabilités. Il a déjà fait un match officiel. Je crois que, plus que tout le monde, c'est lui qui a besoin d'avoir de bons résultats. Il maîtrise tout l'effectif sénégalais. Il connaît tout le monde, il les a suivis. Il a fait son choix. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un gros bouleversement par rapport... Il n'y a pas 10 joueurs qui sont contestés dans les 23. Je pense qu'il a une marge de valeur valable. Maintenant, ce que je voulais quand même, pour notre équipe nationale A, que la presse, je ne sais pas, je le dis comme ça, c'est pas pour caillasser, mais qu'on tempère un peu les débats. C'est pas compliqué, une équipe étrangère qui joue contre le Sénégal n'a qu'à racheter les journaux 10 jours avant le match, connaîtra tous les problèmes et tous les secrets du Sénégal. Je crois qu'il y a un traitement particulier qu'il faudra avoir. Mais après le match, maintenant, on se libère. Mais là, pour une non-sélection de Dembaba,
on remusiait les terres. Tout à fait. Bon, je pense que sur ce point-là, on y reviendra, mais je voudrais quand même que Ndiassé réponde, bien sûr. Je m'explique un tout petit peu. Oui, allez-y. Je n'ai pas dit qu'il y a un déballage, mais en règle générale, à l'approche des matchs importants. Il va répondre. Ouais, justement, je dis non, je dis pas pour pousser, mais j'ai en règle générale. Vraiment, il y a une atmosphère de suspicion, de beaucoup de problèmes qui sont relayés par la presse qui fait son travail, je dis encore une fois, mais on peut tempérer quand même. Il faut trouver le moyen de faire un genre d'amnistie pour permettre à l'équipe de souffler et d'aller tranquillement en compétition. Ndiassé, voilà, justement, par rapport à ce que vient de dire Mme Touti, est-ce que vous avez l'impression, encore une fois, que c'est souvent la presse qui est mise en avant dans ces genres de situations, alors qu'il y a des choix bien déterminés. Le coach a fait ses choix, il est supposé les défendre, et la presse également fait son boulot. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Touti? Je pense que c'est un vieux débat, ce phénomène-là. La presse, ce qu'il faut savoir, c'est que la presse fait son travail. Et les gens qui travaillent dans les journaux sont aussi supporters que le supporter lambda. En fait, il faut vraiment essayer de ressortir de l'objectivité de la presse quand il y a ce genre d'informations. La presse, son rôle, c'est quoi? Est-ce que c'est de crier avec tout le monde, avec tous les supporters, avec les fédéraux, avec les dirigeants, ou de relayer l'information? L'information, si on parle de cette liste-là, l'information c'est quoi? C'est nouveau, c'est l'absence de Demba qui est un gros point d'interrogation, parce que les gens ne peuvent pas comprendre quelqu'un qui est attaquant à Chelsea, qui est le ballon d'or sénégalais en titre, qui soit absent de la liste. Donc il faut qu'on essaie de trouver le pourquoi du comment. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Si on ne le fait pas, les gens nous le reprocheraient. Tout à fait. Et donc nous, ce qu'on fait, on n'est pas là pour, disons, attiser le feu. Et puis comme je dis, Giresse, il est payé aussi pour régler ce genre de situation. Il sait que s'il ne prend pas Demba, forcément ça va soulever des questions, ça va soulever un débat. Donc lui, il prend ses responsabilités. Donc voilà, la presse fait son travail. Après, c'est peut-être la manière... D'après vous, Ndiassé, justement, cette non-sélection de Demba, est-ce un choix sportif, un parti pris ou une sanction? Quand je dis parti pris, je pense bien sûr peut-être à la concurrence, qui ne dit pas son nom, mais qui est bien réelle, entre Demba et Papis Demba Cissé. Ça peut être les trois en même temps, hein, comme vous dites. Parti pris, sanction ou concurrence. Moi, je penserais plus pour la sanction, si je dois vraiment faire l'analyse de tout ça, parce que je peux comprendre qu'il y ait vraiment un problème de leadership, de concurrence dans la tanière. Mais pourquoi ne pas appeler Demba, le mettre sur le banc, ou le même mettre en tribune, mais ne pas l'appeler du tout sur la liste? C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, et Giresse ne donne pas toute l'explication de ce problème-là. Alors justement, nous on n'attise pas le feu, Mme Touti, mais certaines déclarations ont tendance à le faire. C'est le cas de la sortie de Demba sur Twitter. Justement, je vous propose juste de revenir sur les faits rapidement, puisque au lendemain de sa non-sélection, Demba a eu à s'exprimer, et ça c'est l'affaire de Cheikh Tidiane Diao. La pilule a du mal à passer. Les tweets de l'international sénégalais suite à sa non-sélection en disent beaucoup sur l'amertume de Demba. Le ballon d'or sénégalais a d'abord dans un premier tweet souhaité le meilleur du fond du cœur à la sélection pour les 2 matchs du mois de juin. J'aurais voulu être là avant de poursuivre. Dans un deuxième tweet, qu'il était tellement motivé, mais Demba dit qu'il a entièrement confiance aux joueurs sélectionnés pour prendre les 6 points. Mais c'est le troisième tweet qui fait jaser. Je le cite: « J'espère un jour pouvoir dire les vérités au peuple sénégalais, car vous méritez de tout savoir. En attendant, c'est le Sénégal qui gagne. » Fin de citation. Un tweet qui fait croire à un malaise au sein de la tanière, comme qui dirait le séjour à Conakry n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Évidemment, le citoyen sénégalais aussi a son avis sur la liste publiée par Alain Giresse. Je vous propose de regarder également ce micro-trottoir réalisé par Cher Sadibou Diarra. Je suis sénégalais, je suis optimiste, je vais dire que je le souhaite, mais il y a des jalons qu'on a dépassés. Le match passé, le Sénégal devait gagner.
Vous voyez, on ne peut pas recevoir ici. Et on ne peut pas gagner, et on ne peut pas perdre des matchs comme ça ou bien faire des matchs nuls avec des équipes qu'on devait gagner. Et ensuite, aller chercher notre qualification ailleurs. Ça sera très difficile. Bon, moi je suis satisfait vraiment de cette liste. Bon, vu le match passé, le Sénégal avait du mal vraiment à s'en sortir dans ce match. Avec peut-être des attaquants comme Demba. Parce que moi j'ai du mal à à digérer comment un attaquant comme Demba puisse rater un penalty fondamental. C'était vraiment la clé vraiment du match. Et que ce penalty pourrait nous coûter vraiment cher, trop cher même. Raison pour laquelle si le gars a opté vraiment pour un changement, je le juge vraiment satisfait quoi. Demba, ça peut choquer ceux qui sont fans de ce garçon. Mais quand tu prends Demba, sa fiche technique en valeur intrinsèque, techniquement et physiquement, tu as l'équivalent sur ce qu'il a appelé. Moi j'ai vu la liste de Giresse, je vois déjà qu'il fait dans la continuité parce qu'on retrouve la majeure partie des joueurs qui étaient convoqués contre l'Angola. Mais quand même, ce que je déplore, c'est l'absence de Dembaba. Moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on parle de l'équipe nationale du Sénégal sans parler de nos meilleurs joueurs. Quoi que l'on puisse dire, Dembaba c'est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants sénégalais au vu de sa saison et du niveau où il évolue. Donc moi, c'est une absence que je n'arrive pas à expliquer et que les justifications, j'attends quand même qu'il nous livre ces justifications. Je trouve que c'est une liste homogène. Maintenant, au-delà de tous les commentaires que cela pourrait susciter, parce que une liste ne donne pas que des contents, il y en a qui seront peut-être pour l'un, pour l'autre. En tout cas, à mon avis personnel, je trouve ça homogène. Aussi, il faut laisser les entraîneurs travailler. Alain Giresse, ok, c'est un bon entraîneur, mais est-ce que les gens le laisseront travailler? Je suis optimiste et je sais que le Sénégal va remporter ces deux matchs, surtout à l'Angola, c'est le match clé. Et c'est sûr et certain que le Sénégal va remporter vraiment les 3 points en Angola. Moi, je suis toujours optimiste. Je dis que le Sénégal a toujours son destin en main. On a joué quoi, 3 matchs. Et là, il nous reste 3 autres à disputer. Les 2 à l'extérieur et une peut-être qu'on recevra à Dakar. Maintenant, il faut assurer au moins, si on ne gagne pas en déplacement, il faut éviter de perdre. Parce que si on perd contre l'Angola, on est un concurrent direct. Ça risque de peser lourd à la fin. Le mal du Sénégalais, c'est que tout de suite, c'est des échéances qui sont là. Et il faudrait se qualifier pour la Coupe du Monde. La qualification à la Coupe du Monde, c'est une bonne chose, mais il faut travailler aussi sur du long terme. Alors, Mamtouti, on sait que ces 2 matchs seront hyper importants. Vous savez qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de polémiques et beaucoup de tensions autour de cette équipe nationale parce que tout simplement, elle ne gagne plus et ces 2 matchs vont être hyper décisifs pour une qualification en Coupe du Monde. Comment faut les aborder ces rencontres? Il faut garder sa tête tout le temps. Et c'est pas facile parce que la pression est derrière. On rabâche à tout le monde, on ne gagne pas à l'extérieur, match qualificatif, ils sont déjà en vacances. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a des matchs comme ça, il y a toujours un joueur qui pète les plombs. C'était Mangane la fois passée avec Asperzak, les gens ont failli même se venir à la main. Ils sont en vacances, ils viennent des grosses pointures en Europe, ne comprennent pas pourquoi on ne les fait pas jouer, c'est compliqué. Mais je dis encore une fois, si l'objectif visé est se qualifier, l'essentiel c'est d'y participer d'une manière ou d'une autre. Être sur la liste déjà, c'est une performance. Être acteur pratiquant sur le terrain, une autre façon de participer. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on garde la sérénité. Et je dis, honnêtement, ce n'est pas pour caillasser qui que ce soit. Il faut qu'on essaie de garder la sérénité, les joueurs sans la pression. Parce que, croyez-moi, toutes les rumeurs qui sortent sont relayées et sont complètement épluchées par ces joueurs. Et là-dedans, puisqu'ils fonctionnent au moral. Ça gamberge. Voilà. Mais est-ce que justement le fort d'un professionnel, c'est de ne pas pouvoir gérer cette pression? Parce que c'est ce qu'ils font un peu... Mais je dis, nous avons de bons professionnels pour nous. Mais ce n'est pas des grands leaders dans leur club respectif. Ils sont vraiment bons, oui.
mais ils ne portent pas leur équipe. C'est de bons coéquipiers, mais ce n'est pas les leaders d'équipe. Et le leader d'équipe peut supporter certaines charges. Bon, donc nos amis, nos joueurs sont là, font le boulot. Mais attendez, il faut qu'ils mûrissent, ils s'aguerrissent un peu plus. C'est le seul problème. Alors, bon, c'est pourquoi je dis, je demande qu'on les manage un peu, bon, qu'on les gonfle, mais vraiment, je suis persuadé que le Mame Touty, là aussi, peut-être une objection ou voilà, une interpellation, c'est-à-dire, est-ce que la confiance ne vient pas directement du terrain? Parce qu'aujourd'hui, quand un entraîneur, Alain Giresse, vous dit que les joueurs s'entraînent, se donnent plus aux entraînements, est-ce que ces joueurs-là ne doivent pas se mettre en confiance en tout simplement se défonçant sur le terrain? Mais je suis d'accord avec toi, mais je crois que, j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas des leaders qui portent leur équipe. Et j'ai dit, un Drogba n'a pas besoin de ça. Un Drogba, un Eto'o n'a pas besoin de ça. Mais je dis, est-ce que nous avons la valeur de ces types de joueurs dans notre effectif? Ils sont bons, mais ils ont besoin d'être coachés encore. Je suis désolé. Donc, c'est toute la différence. Il y en a qui, dès la convocation, ils sont déjà super motivés. Mais il y en a qui jouent sur leur image. Mais c'est ça, et vous savez mieux que moi. Bon, quelqu'un qui joue à Chelsea comme Dembaba, il est à Chelsea, il est en concurrence avec Torres. Et quelquefois, il joue pas, il marque des buts. En tous les cas, il a fait un bon mercato. Qui revient, qui n'est pas sélectionné pour lui, il y a quelque chose on lui a coupé l'herbe sur le pied. Alors, son image compte aussi. Et donc, il y a tout ça qui fait que, l'entraîneur doit être psychologue pour essayer d'aborder ces problèmes, lui parler avant la non-sélection, et ainsi de suite, parce que demain, on aura besoin de lui. Et il ne faut pas lui aussi qu'il se braque pour dire « j'ai pas été appelé, je ne reviens plus ». Non, il faut qu'il comprenne que c'est l'équipe nationale du Sénégal. Il peut être appelé comme il peut ne pas l'être. Il peut gagner, il peut faire de très bons matchs, il peut les rater souvent, mais il faut qu'il comprenne que c'est son équipe d'abord. Et justement, Ndiassé, comme on dit, les absents ont toujours tort. Dembaba ne sera pas là. Il faut quand même qu'on parle de ceux qui sont là. Une équipe, d'après vous, équilibrée. Comme je disais tout à l'heure à Mame Touty, l'arrivée de nouveaux joueurs, un local, un joueur qui évolue à Nancy, Salif Sané. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'avec ça, quand même, on peut espérer faire un résultat positif en Angola? Oui, d'une manière générale, le groupe est bon. Comme vous dites, c'est équilibré avec, disons, des postes qui sont tous doublés. Moi, mon seul souci ou ma seule interrogation concerne l'axe central. L'axe central, on sait que c'est un des points essentiels pour une équipe. Le premier souci, c'est Lamine Sané. Je ne parle pas de sa valeur parce que c'est un leader à Bordeaux, il fait une très très bonne saison, c'est peut-être le meilleur Lion actuellement sur un terrain. Mais il a joué pratiquement une 50aine de matchs dans la saison et là je pense qu'il est pratiquement cramé, quoi. Tout à fait. Et après il faut savoir avec qui l'associer. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que ce sera Pape Gueye, est-ce que ce sera Karamboj? Donc moi c'est l'axe central qui est mon souci. Tout à fait. Mais après pour le reste je pense que c'est un bon groupe. Après bon c'est seul le résultat sur le terrain qui va déterminer les choses. Dit, les entraîneurs ont toujours raison avant le match. Oui, c'est sûr. Après il faudra faire les points. Après, il faudra faire le point. Et justement, parlons de points, on va parler également de l'aspect financier. C'est quand même un déplacement, deux déplacements assez coûteux. Il faut faire un regroupement à Bruxelles, ensuite rallier Luanda, quitter Luanda, aller à Accra et ensuite faire le match contre le Morovia. Donc, contre le Libéria, autant pour moi. Donc, à peu près l'idée sur le budget qui est consacré quand même à tout cela. Il paraîtrait que ce serait 300 millions qui ont été dégagés pour tout ça, pour le déplacement et les primes aussi comprises. Bon, je pense que l'État ou le ministère des Sports sait aussi l'importance de ces deux matchs-là. Et donc il faudrait au moins qu'ils prennent toutes les dispositions que si jamais il y a une contre-performance, qu'on ne vienne pas dire ouais, nous on n'a pas été aidés, on n'a pas été soutenus, même si Giresse s'est montré très inquiet il y a peut-être une semaine avant ça. Alors confiant quand même, Ndiassé, par rapport à tout le vécu qu'on a eu dernièrement, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Est-ce qu'il y a réellement lieu d'espérer? Moi je dois dire que il y a toujours un espoir, mais je pense que ça va être très très difficile parce que je pense qu'il va avoir un gros travail à faire. C'est pas le côté sportif qui m'inquiète, mais c'est plutôt le côté mental, le côté solidarité, le côté esprit d'équipe sur lesquels il faudra que je travaille pour vraiment
retrouver une équipe. Parce que les déplacements en Afrique, c'est très dur. Là, les Angolais sont hyper motivés parce qu'ils ont eu un point contre le Sénégal à l'aller. Chez eux, je pense que ça va être l'enfer. Mais s'il n'y a pas cette solidarité, s'il n'y a pas cet esprit, je pense que ça, c'est le plus gros test de l'équipe nationale. S'ils passent l'Angola, je pense que ça va être un très très bon point pour eux, pour Giresse et pour l'avenir. Tout à fait. Voilà, merci Ndiassé. Donc, bon, Mame Touty, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Peut-être, oui, bon, vous reposez un peu la même question. Est-ce qu'on peut être quand même confiant ou vraiment préparer l'opinion publique quand même à peut-être au pire aussi, hein? Je crois que non, mais c'est jouable, hein, c'est jouable. Écoutez, l'Angola, qu'est-ce qu'elle a fait en Coupe d'Afrique? On a vu des équipes émergentes qui viennent d'arriver, qui viennent peut-être pour la première fois en Coupe d'Afrique, qui a fait un exploit. Je pense que non, on va jouer notre chance. Et quand même, il faut dire que nous avons quand même un bon groupe, des joueurs de valeur, même si ce n'est pas le top, mais je dis, je les note entre 13 et 14 sur 20. C'est déjà pas mal. Je pense que face à une équipe d'Angola, même super motivée, pour s'en sortir. Et puis je dis, ces joueurs ont besoin de rentrer dans la postérité. Et c'est l'occasion maintenant d'aller se qualifier à l'extérieur. Et puis bon, aller peut-être faire le dernier tour pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Ils s'en sont capables. La seule inquiétude, c'est que c'est arrivé en fin de saison. Et c'est arrivé en fin de saison pour tout le monde, parce que tout le monde joue la qualification pendant cette période. Donc voilà, mais maintenant il faut qu'ils se dépassent. Il faudra faire avec. Il faut faire avec. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors Mame Touty, peut-être l'actualité également de l'association, hein, l'association des anciens internationaux. Est-ce qu'il y a des activités en cours? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Voilà, nous, justement, merci de cette question parce que là, nous devrions organiser le tournoi des anciens footballeurs et tenir l'Assemblée générale constitutive de l'Union des associations des anciens footballeurs de la CEDEAO. Bon, on a dû reporter parce qu'il y avait un problème budgétaire. Bon, parce que tous les pays qui ont organisé l'ont fait avec l'appui de l'accompagnement de leur État. Les associations comme chez nous, bon, nous avons des limites. Hein. Et voilà, donc nous sommes en train de discuter avec les autorités, les plus hautes autorités, pour tenter de voir s'il est possible de maintenir l'organisation au Sénégal ou pas. Bon, nos amis nous appellent, on dit on n'a pas été reçus encore. Nous avons lancé les requêtes d'invitation. Bon, dès que les autorités. Et a priori, vous voulez organiser ça en quelle période? Mais maintenant, la période était renvoyée, c'était pour le mois passé. Bon, maintenant, c'est renvoyé. Il faut qu'on essaie de voir le calendrier. Si les autorités veulent nous accompagner, on peut y arriver. Mais le problème, c'est qu'il faut monter cette association sur les fonds baptismaux. À Dakar, c'est important. Ça n'existe nulle part ailleurs. Si on met ça à Dakar, c'est bon. Le tournoi en lui-même, c'est un prétexte pour nous retrouver. Bon, parce qu'au mois de décembre, déjà, on a fait le pré-congrès qui a rassemblé les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés. Bon, on était assez bien représentés. Et donc, tous les pays vont être présents cette fois-ci. Et bon, c'est malheureux que le Sénégal rate cette occasion. Voilà, donc nous sommes à l'écoute des autorités. Je pense que vous annoncez la bonne nouvelle d'ici peu. Tout à fait. Voilà. Écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans ce numéro de Parlons Foot. Ndiassé, merci beaucoup.